enfance a été bercée par les personnages merveilleux ou terrifiants des contes de fées. Depuis 30 ans, Jean-Paul Gourevitch a parcouru, exploré, relu et raconté ces histoires à dormir debout. Et cela donne un savant ouvrage portant sur l'étude des contes de fées de notre enfance aux éditions Métive. Jean-Paul Gourevitch, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir retrouvé le chemin de TV Liberté pour évoquer cet ouvrage. Alors, parmi vos 1000 vies et vos 90 ouvrages, on conserve de vous quand même l'image d'un spécialiste de l'immigration, de la politique migratoire. Et on est bien loin du thème de cet ouvrage, même si en matière d'immigration, on nous raconte aussi des histoires à dormir debout. Alors, c'est vrai que je suis perçu par un certain nombre de gens comme spécialiste de l'Afrique et des migrations, ce qui est logique puisque j'ai travaillé comme consultant en Afrique pendant 26 ans, mais je travaille aussi sur l'image politique, sur la Méditerranée et sur la littérature de jeunesse, et ça depuis plus de 50 ans, puisque ma première exposition datait de 1966. Donc, les contes de fées faisaient tout à fait partie de mon plan de travail, et simplement, ce que j'ai voulu faire pour sortir un petit peu du quotidien habituel, c'est travailler sur les contes de fées de tous les pays du monde. Et surtout, sur les adaptations cinématographiques, musicales, chorégraphiques, en BD, en roman graphique, des contes de fées pour montrer comment ils étaient hier, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors, le conte de fées a été longtemps une initiation à la vie sous la forme du merveilleux, sous la forme des rêves. Pensez-vous que les contes peuvent encore remplir cette fonction initiatique dans ce fameux merveilleux, quand ce fameux merveilleux, d'ailleurs, est remplacé par la technologie ou par la fiction médiatique? Alors, il y a toujours des lecteurs aujourd'hui des contes de fées, d'autant plus que les contes de fées font partie des programmes scolaires. Le cycle 3, CM2, CM1, 6e, a pour fonction de travailler sur les contes de fées. Et d'ailleurs, ça pose un problème parce que, au lieu que les gamins y trouvent du plaisir, parfois ils sont obligés de faire des devoirs là-dessus. Alors moi je crois que le conte de fées a toujours sa fonction, mais c'est pas simplement le merveilleux. Le domaine du conte de fées est un domaine assez complexe, mais il recoupe trois visions. Il y a à la fois quelque chose de réaliste. La réalité, je veux dire, quand le petit Pousset est envoyé dans les bois par ses parents parce que les parents n'ont plus d'argent, ça correspond tout à fait à l'époque de la fin du règne de Louis XIV. Il y a le merveilleux, comme vous l'avez indiqué, avec des fées qui sont capables de transformer n'importe qui en animal et des clés qui ouvrent toutes les portes. Et puis il y a le fantastique. C'est-à-dire ce moment où on ne sait plus si on est dans la réalité ou si on est justement en train de basculer dans un univers qui est une transgression, en quelque sorte, par rapport à la réalité. Donc, je crois que non seulement il y a une fonction initiatique des contes de fées, aussi bien pour les enfants que pour des adultes qui retrouvent un petit peu leur jeunesse là-dedans, mais que c'est un domaine qui a été très insuffisamment exploré. On s'est toujours intéressé à la petite sirène, à la petite fée aux allumettes, au chaperon rouge. On n'est jamais allé voir, en tout cas en France, très rarement, les contes de fées africains, les contes de fées chinois ou japonais, les contes de fées de l'Amérique latine. Et là, c'est un vivier extraordinaire. Je trouvais qu'il y avait un second écueil sur ces contes de fées. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui la culture de masse. Au nom de la culture de masse, le Disney du XXIe siècle a transformé les contes de fées en des récits qui sont souvent aseptisés, moralisateurs, woke et en dehors de la réalité et n'entraînant plus le merveilleux. Alors c'est vrai c'est vrai historiquement d'abord. Le premier véritable film sur les contes de fées de Walt Disney, Blanche-Neige, 1937, était déjà une façon de résumer, de simplifier même, en le moralisant, l'histoire de Blanche-Neige. Maintenant,
Disney n'a pas fait que des adaptations de contes de fées existants. Les 101 Dalmatiens, Ratatouille, c'est quasiment une invention. Bon. Et d'autre part, en développant ce potentiel de créativité, Disney et au-delà de Disney, peut-être l'intelligence artificielle elle-même, réveille en quelque sorte des possibilités qui sont très larges pour les créateurs. Donc, on va sortir des principes moraux pour explorer véritablement un univers. Alors au sein de l'ouvrage, je me suis intéressé premièrement, plus particulièrement au patrimoine occidental, même si j'ai bien compris que c'est l'idée aussi de faire découvrir des contes de fées d'autres nations ou d'autres parties du monde. Mais pour le monde occidental, j'allais dire même pour la France, réduction. Dans nos mémoires, il y a des noms qui reviennent. Alors bien sûr, il y a Perrault, il y a les frères Grimm, il y a encore Andersen. Et vous insistez, en ce qui concerne Perrault, par exemple, sur Barbe Bleue. Est-ce que ce conte n'est pas la démonstration que Perrault n'écrivait pas pour les enfants, mais pour l'adulte qui éduque l'enfant? Tout à fait. En fait, on a bien vu que le public cible des contes de fées n'étaient pas les gamins, mais les adultes qui racontaient après aux gamins l'histoire. Et dans Barbe Bleue, il y a des choses assez extraordinaires parce que on retrouve une peinture de la société. Barbe Bleue va dans une maison de campagne, donc à l'époque, les bourgeois aisés et les nobles avaient des maisons de campagne où on se réunissait, on ne va pas dire le week-end, mais le dimanche, pour faire un peu la fête. On était à la fin du XVIIe siècle, hein, avec voilà. Perrault, hein. Et Barbe Bleue ramène d'ailleurs une jeune fille qui finalement trouve que il est agréable, il n'est pas si laid que ça, et donc il y a toute une transposition de ce qui est les relations sociales à l'époque qu'on trouve dans Barbe Bleue. Derrière les contes de fées, écrits, on va prendre les frères Grimm, par exemple, Jacob et Wilhelm Grimm, il y a quand même aussi des démarches politiques. Je veux dire, dans le cas de Grimm, presque identitaires, parce qu'ils font revivre le folklore, la langue germanique. Donc il y a vraiment un message politique, cette fois-ci. Ben, tout à fait. Ce sont d'abord des chercheurs qui ont rassemblé tous les contes populaires qu'ils connaissaient et existants, pas simplement d'ailleurs dans l'Allemagne de l'époque, mais dans l'univers occidental. Ils les ont parfois refondus, parce que le petit chaperon rouge chez Grimm, c'est pas du tout le petit chaperon rouge chez Perrault. Et ce travail de recherche et d'identification, il a pris une très grande partie du temps des frères Grimm. Ils ne l'ont même pas terminé, puisque leur idée, c'était de faire une sorte de dictionnaire des contes de fées à travers le monde. Et ça, c'est... aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça serait beaucoup plus facile. J'ai noté aussi quelque chose qui m'a amusé, parce que je n'y avais pas prêté attention. Perrault et les frères Grimm ont écrit chacun de leur côté une version du Petit Chaperon Rouge. Perrault, 1691, les frères Grimm, 1812. Alors, en apparence, ça raconte la même histoire, mais en lisant votre ouvrage, je me suis aperçu que, en fait, elle différencie totalement, radicalement par leur sens moral, leur symbolisme même et leur conclusion. Et la fin, chez Perrault, le petit chaperon rouge mange la grand-mère et mange la petite fille, et chez Grimm, c'est le loup qui est finalement la victime parce que des ouvriers qui passaient par là ont réussi à sortir les restes vivants de l'estomac du loup. Et c'est tout à fait caractéristique d'une époque, celle de Perrault, où il y a de la dramaturgie, et d'une autre époque, celle de Grimm, où il faut que ça se termine quand même plutôt bien. Alors qu'on a 1691-1812, on a 130 ans d'écart entre les deux. Et même, on pourrait dire 1697, parce que la dernière version du Petit Chaperon Rouge, celle qui figure dans les contes de Perrault, c'est 1697. Et vous dites, d'un côté, Perrault, c'est un conte de mise en garde,
Oui, tout à fait. Alors que chez les frères Grimm, c'est un conte d'initiation. Et vous avez tout à fait raison de parler de mise en garde, parce que dans la démarche elle-même de Perrault, et ça se voit parce qu'il fait des moralités à la fin d'un certain nombre de ses contes, il y a une volonté d'insister sur le danger, sur les risques. Et parfois, d'ailleurs, c'est un petit peu personnel, quelque part. On sent bien que Perrault a une vie qui n'est pas très drôle et qu'il souffre lui-même d'un certain nombre d'incomplétudes, en quelque sorte, et il souhaiterait justement que ses lecteurs soient préservés de ces difficultés. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ces contes de fées ont été l'objet de nombreuses interprétations psychanalytiques? Par exemple, pour Le Petit Chaperon Rouge, on a beaucoup évoqué le fruit de la couleur rouge, qui bien évidemment renvoie à la violence et au sang. On a même vu des connotations sexuelles du couple petite-fille-loup dans le lit. Tout à fait. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou ce sont des élucubrations? Non. Quand Bethléem a fait sa fameuse psychanalyse des contes de fées, il a insisté effectivement sur un domaine ou sur un secteur des contes de fées qui avait été peu exploré, qui étaient les connotations sexuelles existantes. Maintenant, comme tout théoricien... Il n'a pas transposé ses propres fantasmes sur le conte. Et puis, comme tout théoricien, il a schématisé. Et quand il conclut en disant que, en ce qui concerne le Cendrillon ou la Belle au bois dormant, il y en aura un, l'homme aura un vagin d'or et la femme aura un pénis, on sent que là, il va beaucoup trop loin et qu'il transpose en fait ses propres problèmes. Et du coup, cette vision que Bethléem avait, qui a été avalisée pendant assez longtemps, maintenant elle est vraiment complètement remise en question par les travaux des chercheurs d'aujourd'hui. Très bien. Dans le patrimoine occidental, je reste là encore, pour l'instant, des contes, il y a ce que vous appelez les modernes, la seconde moitié du XXe siècle, le début du XXIe, bien sûr, avec un renouvellement des contes de fées qui touchent les auteurs, les illustrateurs, les scénarios, vous le démontrez, les mises en page. Moi, j'avais gardé, pour illustrer ce propos, une personnalité que j'ai eu la chance de connaître, d'ailleurs, Pierre Gripari. Ah oui, c'est un type extraordinaire, et qui, d'ailleurs, et un petit peu sulfureux sur les bords, mais qui a su raconter des histoires merveilleuses qui pourraient tout à fait se passer aujourd'hui. Et quand on prend La sorcière de la rue Mouffetard, alors qui est en plus un conte que je connais bien parce que j'habite pas loin de la rue Mouffetard, on se rend bien compte qu'il y a pas simplement du merveilleux, mais il y a du réel derrière le merveilleux, parce que ce qu'il raconte de la rue Mouffetard, ça correspond bien à la rue Mouffetard. À ce moment-là, parce que maintenant c'est de la fiction. C'est pas tout à fait terminé. Vous savez, si vous allez un jour... La Contrescarpe, c'est... Oui, mais si vous allez un jour, un dimanche à midi, la place Mouffetard, c'est le dernier bal populaire de Paris. Tous les dimanches midi, Christian, avec son accordéon, fait danser tous les gens qui sont autour. Donc, vous voyez, on est dans un Paris qui n'est pas encore fini. Non, tact. Gripari, c'est vraiment l'image des modernistes? Il n'est pas le seul, parce que Pef et Guillaume de Pénard et plein d'autres, Timothée de Fontbelle, sont aussi des gens qui ont modernisé le conte. Et d'autre part, je crois que l'influence de la BD, du roman graphique, du cinéma, du théâtre, de la musique, sur le film, sur le conte de fées, a développé énormément les contes de fées. Et aujourd'hui, ce qui est assez amusant, on voit que les auteurs remixent, si j'ose dire, à peu près tous les contes de fées. Dans les Mille et une nuits de neige de Bill Willingham, eh bien, on reprend l'histoire de Scheherazade et de Schahriar dans les Mille et une nuits,
Mais en fait, c'est Blanche-Neige qui est prisonnière du sultan et qui, pour distraire le sultan, lui raconte tous les jours un conte de fées différent. Donc vous voyez, c'est un grand jeu des créateurs d'aujourd'hui de mélanger tous les contes de fées les uns avec les autres, de façon à faire une sorte de cocktail. Alors, je suis attaché, vous l'avez bien vu, au patrimoine occidental des contes. L'approche de votre ouvrage, elle est beaucoup plus large, je l'ai dit, et vous l'avez dit vous-même, elle est presque mondiale. Vous mettez un point d'honneur à démontrer que, contrairement à la doxa, il ne s'agit pas simplement d'une littérature d'évasion pour les enfants, mais aussi de refuge pour les adultes. Oui, de refuge et parfois d'une transposition de la réalité politique à travers les contes de fées. Ça se voit très bien dans les contes de fées chinois, qui n'ont pas échappé au maoïsme, même si ils voulaient s'en détacher un peu. Ça se voit aussi dans les contes de fées de l'Amérique du Sud, où on voit assez facilement revenir des tendances, un retour vers les peuples primitifs, vers le moment où on imaginait que le soleil était une sorte de divinité. Donc, vous avez à travers cela la lecture d'une société d'hier et parfois aussi d'une société d'aujourd'hui. En 2025, aujourd'hui, que reste-t-il des contes de fées? Même si, comme vous le rappelez, ils ont une influence sur le cinéma, sur le fantasy, sur la science-fiction, sur les mangas même aussi. Est-ce qu'il est vrai que tant qu'il y aura des enfants pour écouter, il y aura des contes à raconter? Mais c'est tout à fait exact. La preuve, c'est que les contes de fées continuent non seulement à passionner les enfants et un certain nombre d'adultes, mais ils continuent à se vendre et ils continuent à générer d'autres créations à partir d'eux-mêmes. Et je pense qu'on n'est qu'à une phase où les contes de fées vont continuer à se développer. Et je crois que c'est parce que, quelque part, on a besoin non pas d'échapper à la réalité, parce que ce n'est pas simplement un échappatoire, c'est une transposition d'une vie dans laquelle il y a des tas et des tas de façons d'aborder le monde, et le conte de fées aide finalement à aborder aussi le monde tel qu'il est. Jean-Paul Gourevitch, les contes de fées ont libéré notre imaginaire. On va revenir à une très grande réalité qui est celle qui vous concerne directement, Jean-Paul Gourevitch, parce que vous avez, comme beaucoup d'entre nous, été victime de l'attrait politisé et idéologisé encyclopédie numérique Wikipédia. Vous avez pris la décision, coûteuse en temps, coûteuse en argent, de poursuivre Wikipédia pour obtenir raison. Un procès compliqué? Eh bien oui, mais en fait, pour sans reprendre toute l'histoire, je venais de sortir, pour Contribuables Associés, mon étude sur le coût de l'immigration en 2023. Et c'est un coût qui se situe entre les études de la gauche, les études de la droite et de l'extrême droite, et c'est un travail très scientifique. Et je constate que 3 jours après avoir été chroniqué, ma page Wikipédia est détruite. Une personne répondant au pseudonyme de Chouette Bougonne a supprimé d'un seul clic tout ce que j'avais fait sur la littérature de jeunesse, sur l'image politique, sur la Méditerranée, sur l'islamo-business et même sur les cocktails, pour ne garder que la partie immigration. Et dans la partie immigration, elle a supprimé toutes mes interventions pour des organismes qui se situent à gauche, au centre ou ailleurs, pour ne garder que des organismes qui se situeraient à droite ou très à droite. Et donc là, quand même, j'ai essayé de rectifier, ce n'était pas possible. Tous les gens qui ont rectifié ont été interdits de Wikipédia. Et je sais. Donc nous avons fait un procès à la Wikimedia Foundation américaine. Et là, bien sûr, on a perdu. Mais on n'a pas tout perdu. Parce que la Wikimedia Foundation a quand même trouvé que c'était un peu fort de café. Je me permets de lire les 3 lignes. Encore une minute ou deux. Alors, les 3 lignes. Ma notice primordiale au départ était Jean-Paul Gourevitch, est un essayiste français, principalement connu pour ses travaux sur la littérature de jeunesse, l'Afrique, la Méditerranée, l'islam et l'immigration.
C'est une notice qui durait depuis 15 ans. Eh bien, sous la plume de Chouette Bougonne, Jean-Paul Gourevitch est un essayiste français. Il est principalement connu pour ses publications alarmistes sur le coût qu'engendrerait l'immigration au budget de la France, qui sont critiquées pour l'absence de rigueur scientifique et reprises par les militants d'extrême droite. Alors, on est vraiment dans le réquisitoire. Donc, quand même... Donc, tout devrait être sourcé, normalement. Hein. Oui, alors, non seulement le résumé n'est pas sourcé, mais quand on travaille sur les sources, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a perdu le procès, Wikipédia n'est pas obligé de parler de tout. Wikipédia ne parle que de ce qu'il a envie de parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Américains, voyant qu'il allait y avoir un procès, ont essayé de modifier. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu. Le fait que j'étais un essayiste d'extrême droite, ils n'arrivaient pas à le sourcer, puisque la seule source, c'était justement Chouette Bougonne. Donc ça a disparu. Et il a failli pas y avoir de procès, parce que, bon, je m'étais dit, bon, après tout, ils ont quand même un peu modifié les choses. Ils ont remis que j'étais spécialiste de la littérature de jeunesse, de l'image politique, que là-dessus, il y avait des bonnes critiques. Mais il restait, ces thèses sont reprises par l'extrême droite, qui est en plus inexactes. Donc j'ai demandé d'un côté qu'on enlève ça, et puis qu'on rétablisse quand même les chapitres qui avaient été supprimés. Je n'ai pas obtenu satisfaction. J'ai donc perdu le procès, mais je me console un tout petit peu parce que Madame Chouette Bougonne, 16 mois après, a été quand même sanctionnée par Wikipédia, qui l'a d'abord interdit de 3 jours, puis d'1 mois, puis de 2 mois, et qui l'a menacé d'une exclusion définitive. Voilà, donc on a perdu, mais pas totalement perdu, et j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont se lancer derrière moi, parce que je crois que si on est un certain nombre à mettre en question Wikipédia, on va finir par créer une brèche à l'intérieur de cette forteresse. On va suivre cela parce que TV Liberté est très assaisonné sur Wikipédia et c'est bien évidemment un moyen de nous nuire important. Merci beaucoup. On revient à quelque chose de plus sympathique que Wikipédia, Dieu merci, les contes de fées, avec une approche qui se veut une approche didactique, une approche sérieuse, une véritable étude et qui permet de découvrir un monde que, je dois dire, je ne connaissais pas sous cette forme. Les contes de fées de notre enfance, c'est aux éditions Métif, c'est en vente sur le site de TV Liberté, tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL. Vous connaissez dorénavant le chemin, parce que vous êtes des milliers à vous procurer vos ouvrages à travers la boutique de tvl.fr. Merci à vous. Merci Jean-Paul Gourevitch. Merci.